Alors j'ai pu constater que le film The King vous avait énormément intéressé. Je parle évidemment du film de David Michaud concernant la bataille d'Azincourt et l'ascension au pouvoir de Henri V d'Angleterre. J'ai déjà fait 2 vidéos sur la première partie et le milieu de ce film. C'est par ici. Aujourd'hui, je vais donc vous faire la 3e partie qui concerne la bataille d'Azincourt proprement dite. C'est après ça. Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Baillant Taillefer, forgeron médiéviste à ses heures et historien, ou le contraire. Alors comme je vous le rappelle à chaque fois, abonnez-vous à cette chaîne si le contenu vous plaît. Partagez cette vidéo, mettez des likes. Comme vous le savez, l'engagement de chacun est important. Vous êtes important pour le développement de ma chaîne. J'ai donc continué l'étude de ce film The King. Je pense, sans aucune exagération, avoir fait l'étude la plus complète, quasiment minute par minute, de toutes les imperfections, fautes, erreurs et bons points qui constituent ce film de David Michaud. Souvenez-vous-en, David Michaud est un Australien, donc un anglo-saxon, avec certainement un mauvais a priori concernant la France. D'ailleurs, il va nous le prouver encore cette fois-ci, dans le développement qui va suivre. À 49 minutes 05, nous voyons qu'un assassin a été envoyé pour tuer le gentil Henri V d'Angleterre. Assassin envoyé par Charles VI, le roi fou. Pauvre Charles VI, il avait tellement à se débattre dans ses crises de folie qu'il ne pouvait même pas envisager d'envoyer un assassin pour tuer Henri V. Et souvenez-vous qu'à cette époque, la France traverse une guerre civile extrêmement grave entre Bourguignon et Armagnac. Donc le pouvoir central, très affaibli par la maladie mentale du roi, ne va pas s'amuser à provoquer les Anglais, alors qu'il y a une certaine période de paix depuis l'avènement de Charles V, qui avec du Guesclin ont rétabli la situation en France. Il y a un statu quo, une paix armée entre Français et Anglais. À 49 minutes 50, nous voyons Henri V, champion de la paix. Henri V ne veut pas la guerre. Seuls ces salauds de Français veulent la guerre. À 51 minutes 20 secondes, Henri V reçoit une lettre aux intentions belliqueuses. Charles VI veut ranimer la guerre et veut pousser Henri V à la faire. Alors évidemment, une fois de plus, tout ça n'est qu'un tissu de mensonges, fariboles et affabulations. Comme je l'ai déjà dit, il n'est aucunement dans l'intérêt des Français de relancer une guerre contre l'Angleterre. À 57 minutes 20 secondes, nous avons de nouveau le conseil du roi. Conseil extrêmement bien fait, avec des vêtements d'époque fabuleux. Au niveau du déroulement des conseils et des vêtements des grands nobles et des ecclésiastiques, il n'y a absolument rien à dire. Tout est parfait. Même, comme je l'ai souvent dit, l'éclairage. Effectivement, au Moyen-Âge, l'intérieur des maisons est faiblement éclairé. À 1h30 secondes, nous voyons l'apparition du personnage de Falstaff. Falstaff n'a jamais existé. Le conseiller de Henri V est une création toute droit sortie de l'imagination de Shakespeare, dans sa pièce Henry V, Henri V. Alors, David Michaud peut très bien reprendre le personnage de Falstaff, ça n'est pas un problème. Seulement, s'il désire faire un film historique, cela pose problème. 1h0830, Henri V et son armée ont enfin débarqué en France et entament le siège de la ville de Harfleur. Alors là, c'est fantastique, c'est génial, parce que au début du XVe siècle, on peut assister à un siège du XIIIe. Je m'explique. Que voyez-vous sur les images? Vous voyez des mangonneaux, des trébuchets, des feux grégeois. Alors ça, c'est très bien. Mais c'est bon pour le siège de Jérusalem en 1191 ou le siège de Château-Gaillard en 1204. Mais pas pour le siège de Harfleur en 1415. Et pourquoi je peux vous dire ça? Parce que dans les sources, on sait que Henri V a de l'artillerie, il a des bombardes, il a des coulevrines et il a même une équipe d'artificiers allemands qui sont considérés comme les meilleurs de l'époque. Donc un siège avec des mangonneaux qui lancent des feux grégeois, c'est très joli à l'image, mais c'est pas la réalité historique. Problème.
Vers 1h09, 1h10 minutes, on a des discussions au niveau du camp. C'est-à-dire que les conseillers proches de Henri V vont lui conseiller des actions un petit peu plus violentes pour prendre la ville. Et on s'aperçoit qu'Henri V est vraiment bienfaiteur et économe de la vie de ses hommes. Alors économe, dans une certaine mesure, évidemment, tout capitaine de grande armée ne va pas mener ses hommes au massacre. Du moins, il va éviter. Mais néanmoins, Henri V s'était obstiné. Il voulait prendre Harfleur. Pour lui, c'était la condition essentielle de son arrivée en France. Et à partir de sa prise de Harfleur, il comptait continuer vers Paris pour faire valoir ses droits au trône de France. À 1h14 minutes et 30 secondes, nous voyons arriver le dauphin. Le dauphin, au Moyen-Âge, c'est le premier fils du roi de France. Celui qui doit prendre le pouvoir, qui doit prendre le trône du roi après la mort de ce dernier. En 1415, effectivement, le dauphin, c'est bien Louis de Guyenne. Il y a quand même deux petits problèmes à ce niveau-là. Le premier, c'est que Louis de Guyenne n'a jamais mis un orteil dans le camp de Henri V. Les deux hommes ne se sont jamais rencontrés. Deuxième problème, Louis de Guyenne n'est pas cet homme belliqueux, arrogant et stupide que nous présente David Michaud. Ce caractère-là correspond plus dans la réalité à celui de Henri V. Si vous voulez vous faire une opinion très juste du caractère, de la personnalité de Henri V par rapport à Louis de Guyenne, eh bien vous intervertissez les deux. C'est-à-dire que David Michaud a pris le caractère d'Henri V, il l'a mis chez Louis de Guyenne, et il a pris le caractère de Louis de Guyenne, il l'a mis chez Henri V. Louis de Guyenne, c'est quoi exactement? Louis de Guyenne n'est pas un guerrier. C'est un homme d'une vingtaine d'années qui est extrêmement sensible, qui est un intellectuel, qui est un amoureux des arts. Il passe ses nuits à écrire des poèmes et même des pièces de théâtre, et il n'a aucun goût pour la politique et pour la guerre. Ici, on voit bien que David Michaud nous fait une crise de mauvaise foi patente. À 1h18-10 commence la longue migration de Henri V et de son armée vers le nord. Dans l'histoire réelle, Henri V s'est aperçu que son siège de Harfleur lui avait coûté beaucoup trop cher en hommes, en morts, en blessés et en malades. Une grave épidémie de dysenterie se déroule au niveau du siège. Et là, effectivement, il faut être honnête, dans le film, on signale effectivement de plus en plus d'hommes malades. Donc Henri V décide de partir vers le nord et il va se faire pourchasser par les troupes de l'Host royal français. C'est ce qu'on appelle en langage médiéval le pourchasse. À 1h20 minutes et 21 secondes, on découvre Louis de Guyenne qui, de façon traître, se cache sur les traces de Henri V, va capturer un des pages et va le décapiter. Bon, une fois de plus, le but est simplement de montrer que les Français sont des salauds. C'est tout. Rien de plus. Il n'y a aucune vérité historique là-dessus. À 1h25 et 10 secondes, on voit arriver l'armée de Henri sur le champ de bataille d'Azincourt. Il envoie un éclaireur monter la pente et regarder ce qui se trouve de l'autre côté du mont. Alors là, effectivement, Henri V a été extrêmement prudent lorsqu'il était pourchassé par les troupes royales françaises et il se faisait précéder d'éclaireurs pour tâter le terrain devant lui. J'en ai parlé dans ma vidéo. Et à 1h25-30, que découvre-t-on? On découvre que l'armée française s'est placée en haut de la colline, en haut de la pente, et que les Anglais restent donc en bas. Alors là, 0 sur toute la ligne. Une fois de plus, c'est exactement le contraire. Reprenons les choses. Henri V a compris qu'il ne pouvait regagner Calais pour s'embarquer pour l'Angleterre. Alors, que fait-il? Sachant que l'armée française est devant lui, il décide de mettre le camp en haut de la pente de la plaine d'Azincourt, dans le village de Maisoncelles. Il s'installe le plus confortablement possible. Les troupes françaises, elles, arrivent en bas de la plaine d'Azincourt et s'installent au niveau du village d'Azincourt, dans de très mauvaises conditions. Donc on a une armée anglaise qui est très bien installée en haut de la pente et une armée française qui arrive en retard et qui est très mal installée en bas de la pente. Exactement le contraire du film. Autre détail très important. Premièrement, la plaine d'Azincourt a été labourée. Et effectivement, comme on le verra plus tard, les terres seront extrêmement humides à cause des pluies incessantes en cette fin du mois d'octobre dans le département du Pas-de-Calais. Deuxièmement, la végétation de la forêt ne correspond pas. Si effectivement la plaine d'Azincourt est bordée par deux bois, ce ne sont certainement pas
des épineux et des conifères, que vous trouverez extrêmement rarement dans le Nord-Pas-de-Calais. Je sais, j'y suis né. Troisième chose, troisième détail qui ne correspond pas à la réalité. Je suis souvent allé sur le site d'Azincourt. La pente n'est pas aussi raide que celle-ci. Dans le film, on a affaire à une pente d'au moins 10%, peut-être plus. En réalité, la pente de la plaine d'Azincourt n'est que de 2 ou 3%, gros maximum. À 1h26, on voit que Henri V rassemble dans sa tente son conseiller Falstaff, qui n'existe pas, conseiller imaginaire, ainsi que d'autres hommes d'armes. Et là, il y a une chose qui est exacte. Le moral est très bas au niveau du camp anglais. Tous les Anglais se sentent déjà vaincus et morts, parce que le rapport des troupes est de plus de 1 contre 2. Il y a environ chez les Anglais 8000 hommes, et chez les Français, on discute entre 15 000 et 20 000. À 1 minute 27-10, Falstaff, qui effectivement compte se servir de l'aspect boueux de la plaine d'Azincourt, là on est entièrement d'accord, propose aux chevaliers anglais d'y aller léger sans armure. Alors ici, une fois de plus, grosse lacune. Dans l'armée de Henri V, il y a environ 6000 archers et 2000 chevaliers. Alors effectivement, les troupes, si on compte l'ensemble des troupes d'Henri V, les troupes sont relativement légères. Il s'agit de fantassins qui n'ont quasiment pas de matériel de protection, qui ne portent quasiment aucune armure. Mais évidemment, les chevaliers anglais de l'entourage d'Henri V portaient leurs armures. À 1h35, le jour s'est levé. Nous sommes le 25 octobre 1415 et on voit Henri V seul venir au camp des Français et rencontrer Louis de Guyenne, qui n'a jamais été à la bataille d'Azincourt. Louis de Guyenne était à Paris. Une fois de plus, on voit un Louis de Guyenne arrogant, impudent, détestable, brutal, stupide, contre un Henri V qui paraît presque innocent, la gentillesse et la bienfaisance même, et qui ne souhaite que la paix. Une fois de plus, c'est exactement le contraire. Il y eut effectivement des pourparlers de paix, mais comme cela se faisait au Moyen-Âge, au milieu du champ de bataille. Les deux armées campent chacune à l'extrémité du champ de bataille, et juste avant le début des combats, chaque armée envoie des émissaires pour traiter, pour voir si l'on va se battre ou pas. C'est ce que vous voyez dans la scène que je vous montre actuellement. À 1h38, Henri V fait son fameux discours à ses troupes. Alors évidemment, c'est le fameux « We, band of brothers », nous, compagnons d'armes. Ce discours a certainement été magnifié par Shakespeare dans sa pièce du même nom, Henry V. Néanmoins, on peut très bien imaginer qu'effectivement Henri V, qui était un homme très intelligent, a dû, pour regonfler le moral de ses troupes qui était extrêmement bas, leur faire un discours exceptionnel, un discours de vainqueur, un discours de roi guerrier. Alors à partir de 1h40, c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que le déroulement de la bataille ne correspond absolument pas à ce qui s'est passé en réalité. Je vous enverrai, pour ceux qui veulent voir la vraie bataille d'Azincourt, à la vidéo que j'ai faite ici. À 1h45, on voit Henri sortir avec des fantassins, des bois dans lesquels il s'était caché, pour assaillir l'armée française sur ses flancs. C'est complètement stupide, c'est complètement fou. Ce que je trouve extrêmement dommage, c'est qu'on ne saisit pas réellement la puissance des lancers de flèches sur la chevalerie française. On voit bien les archers tirer leurs flèches, mais on ne se rend pas compte de la multitude de flèches qui ont été tirées pendant 40 minutes. On les estime à plus de 1 200 000. Ici aussi, j'ai fait une vidéo concernant ceci. À 1h49-35, le duel avec Henri de Guyenne, qui premièrement n'est pas un guerrier, qui deuxièmement n'aime pas se battre, et qui troisièmement n'a jamais été à Azincourt. Ça fait beaucoup pour un film. Louis de Guyenne, une fois de plus, a le mauvais rôle. Il a beaucoup de mal à marcher dans la boue, il s'y enfonce, il glisse, il tombe, et il ne peut même esquisser aucun coup d'épée contre Henri V. Henri V, qui en ayant marre, décide de lancer ses hommes sur lui, et le pauvre Louis de Guyenne se fait lyncher. Louis de Guyenne n'est absolument pas mort de cette façon-là. Alors, j'ai envie de terminer cette vidéo ici en disant que The King est un très bon film de fiction. À la rigueur, on n'aurait pas dû parler de la bataille d'Azincourt, il fallait en inventer une autre. David Michôd a fait ici
ce qu'on peut appeler un travail, non pas de révisionnisme historique, mais carrément de négationnisme historique. Puisqu'il s'agit de prendre des événements et de les travestir, de les transformer, d'en faire une autre réalité historique. C'est comme si je vous disais que Erwin Rommel a gagné la bataille d'El Alamein en 1942 contre la 8e armée. Et qu'il a battu Montgomery. C'est du négationnisme. Bah là, David Michaud fait exactement la même chose. Alors, je sais pas si David Michaud a un problème avec la France et les Français. En tout cas, il se montre d'une rare mauvaise foi et d'une rare incompétence en faisant un film soi-disant historique. Après, comme je vous dis, s'il faut le considérer comme une fiction non historique, ça me va bien. Mais dans ce cas-là, il faut le dire. Il faut dire que les événements qui sont cités dans ce film sont complètement fantaisistes. Parce que pour vous les jeunes qui allez regarder ce film, cette réalité complètement fausse va s'imprimer dans vos cerveaux. Vous n'aurez peut-être pas l'idée de prendre un livre et de constater ce qui s'est réellement passé à Azincourt. Azincourt, j'en reparlerai. Il y a toujours énormément de choses à dire sur cette bataille. Azincourt, c'est le triomphe du courage d'une poignée d'hommes affamés et malades et en nombre inférieur contre une armée française arrogante. Cela est vrai. Cela est tout à fait vrai. Néanmoins, les choses ne se sont pas du tout passées comme le dit David Michaud. Voilà, j'en ai terminé avec The King et David Michaud. Comme d'habitude, partagez cette vidéo si elle vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous le savez, j'ai besoin de chacun d'entre vous. Parlez de moi à vos amis. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, certainement sur l'Union soviétique. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.